Da-dum dum dum dum. Da-dum dum dum. Da-dum dum. Justement, là, c'est ça qui est intéressant. C'est un personnage secondaire dont il parle tout le temps mais qu'on voit jamais. Voilà. Et quand on la voit apparaître, bon, c'est peut-être aussi parce que c'est vers la fin de son œuvre, on la voit masculine. Moi, j'ai justement développé Tintin et les femmes, je vous l'ai dit. Masculine, elle fume le cigare, elle dispute son mari parce qu'il va faire tomber de la cendre sur le sol et elle lui dit « Tu crois quand même pas que je vais faire le ménage ?» Voyez. Donc on a l'impression, oui, elle le vous voit. Oui. Mais ça veut dire aussi que quelque part... C'est une féministe, Peggy. Ouais. Elle est comme Simone de Beauvoir, elle le vous voit, elle dit « vous, Sartre ». Vous me l'ôtez de la bouche puisque vous, Alcazar. Vous me l'ôtez de la bouche parce que je l'ai écrit, j'ai exactement dit que c'était ce côté féminin de la Simone de Beauvoir quand elle était dans ces moments les plus revêches, parce que Simone de Beauvoir n'a pas toujours été non plus très tendre, et ça nous montre bien ça. Par contre, pour revenir à des choses autres, vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment eu peut-être de pastiche ou d'ironie autour de Tintin, où il aurait fallu créer ça. Il existe quand même un Tintin chez les Thaïlandaises, qui est quand même pas mal. Et il y a un Tintin qui fait son djihad, là, en ce moment, qui est paru de manière un peu limitée d'ailleurs. J'ai réussi à en récupérer un exemplaire. C'est assez effarant. Donc ça veut dire que le personnage a encore de la durée de vie, mais pas là où on l'attendrait. Et c'est assez impressionnant parce que finalement, il peut rentrer dans une forme de formulation qui peut fasciner et qui peut même être l'objet d'une certaine doctrine. Je pense notamment à celui qui veut faire son djihad. Je trouve que c'est quand même détourner complètement le personnage de ce qu'il était au début, y compris de le mettre au milieu des Thaïlandaises, parce que quelque part aussi, s'il était un personnage de vertu, c'est pas forcément là qu'on l'attendait. Mais bon, il y a des gens qui se permettent ce genre de choses, ma foi, ils y arrivent. Ça, c'est des pastiches qui ont été pirates. Hein. Oui, bien sûr, mais ils existent. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'ils existent. Et l'œuvre d'Hergé, des choses pirates, il y en aura de plus en plus. D'une certaine façon, tant que la famille mettra un peu son veto sur les choses, les gens feront de manière détournée, et pas forcément ce qui est beau par rapport à l'œuvre d'Hergé initialement, ou en tout cas par rapport à ce qu'il voulait faire. Pour les personnages secondaires, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est vrai qu'on les retrouve d'un épisode à un autre, et c'est vrai que je pense que Tintin, même si on offre les albums de Tintin sur le tard à certaines personnes, moi j'ai lu sur le tard, hein, j'étais pas forcément dans cette génération de Tintin, moi c'était plutôt les Astérix, mais c'est vrai que il faut les lire, j'ai l'impression, dans l'ordre. Vous voyez, autant la série, on peut vous les offrir dans le désordre, les Tintins, il faut les lire dans l'ordre d'abord, parce qu'on découvre comment les autres personnages arrivent au fur et à mesure, parce que si vous offrez le dernier, on les voit tous, mais dans les premiers, il n'y a pas du tout ni Haddock, ni... bon. Ensuite, il y a, c'est Tisseron qui a bien expliqué cette chose-là, il y a une présence de la famille, une pression de la famille par les Dupont D, Dupont T. Tisseron avait dit d'ailleurs à Hergé, il lui a dit en direct, qu'il pensait qu'il y avait un secret de famille, et Tisseron avait pris en consultation, donc spécialiste d'Hergé, psychanalyste, etc., avait pris en consultation Hergé, ils ont discuté tous les deux, et il lui a révélé, lui, le secret de famille dont il se doutait mais dont il n'avait pas la certitude. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le père et l'oncle finalement, qui sont présents toujours par les Dupont et Dupont, qui sont un peu la loi morale de la famille, il y a une ambiguïté. Et donc on retrouve dans l'ambiguïté de la grand-mère qui aurait fauté, enfin bref, ça c'est toute l'histoire familiale, dans ce secret de famille, on retrouve aussi une façon de se manifester dans l'œuvre. Donc ce que vous dites est tout à fait juste, le fait que ces personnages secondaires, finalement, d'ailleurs, qui prendront de plus en plus de place et de plus en plus de forme, puisqu'on a dit au début, il ne voyageait pas, Hergé. D'ailleurs, Cheverny, vous savez tous que finalement, c'est le château de Moulinsart. Et comment il le dessine? Parce qu'en bas de chez lui, il y a une agence de voyage, il a vu un dépliant, et puis il a trouvé le château sympathique, c'était Cheverny, et il a dessiné Cheverny. Donc, à un moment donné, il y a tous ces personnages secondaires qui vont arriver, qui vont prendre de plus en plus de place. Il y aura moins, effectivement, de déplacements pour Tintin, mais dans la façon dont ça va être amené dans le récit, ces personnages vont être attachants parce que la Castafiore, rappelez-vous, quand elle nous est présentée au début, bon, elle est belle, elle est toujours bien habillée, elle est toujours... Bon, après, la beauté physique, c'est autre chose, mais je veux dire, elle a une beauté dans le style. En tout cas, elle est toujours à la mode, etc. Mais malgré tout, elle leur casse tout le temps les oreilles. Et on est heureuse de voir quand même la Castafiore toujours évoluer au milieu de tous ces personnages. Et même si elle est la diva capricieuse, elle est prête à rendre service. Elle prend des risques, quand à un moment donné, c'est elle qui va un peu négocier. Donc les personnages secondaires, petit à petit, ils prennent de la place quand même dans l'œuvre. Donc ces personnages sont plus vraiment secondaires, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Les personnages secondaires font partie de la saga, complètement, ça c'est évident.
quand on me demande souvent quel est votre personnage préféré dans Tintin, la réponse que je fais, c'est alors là, faut vraiment regarder cet album quand vous rentrez chez vous. C'est à la page 10 de L'Oreille cassée. Vous avez un docteur, un généraliste, qui s'appelle le docteur Triboulet. Et alors, c'est une scène assez amusante. Tintin se balade dans la rue. Il est poursuivi par deux bandits. Vous savez, il est à la recherche du fétiche dans L'Oreille cassée. Et il est poursuivi par deux bandits du San Théodoros, Ramon Bada et Alonso Pérez. Ça s'invente pas. Et les bandits essayent de l'écraser. Et ils le ratent. Et il y a un passant dans la rue qui relève le numéro minéralogique. Donc Tintin va voir dans un annuaire inversé. Et il trouve le propriétaire de la voiture, qui est le docteur Eugène Triboulet, avenue du Troubadour. Et il se dit, je vais y aller. Alors il y va, et on voit arriver Tintin, et sort d'un petit pavillon de banlieue bruxelloise, un vieux monsieur. D'ailleurs, j'avais recherché quel est le personnage le plus vieux de Tintin, je pense, de tous les albums. Je me demande si c'est pas lui, ou alors le marin qui voit partir Tintin dans l'île Noire. Vous savez, lui, il est très vieux aussi. Philippulus le prophète, il est vieux aussi. Mais en tout cas, Eugène Triboulet, il sort avec un cartable. C'est pour ça que je dis que ça doit être un généraliste. Et l'attend devant chez lui son chauffeur secrétaire, avec une vieille voiture, L'Oreille cassée, c'est 1934, et on sent, la scène est muette, la scène est muette, et le chauffeur secrétaire, on sent une telle admiration pour le docteur Triboulet qui lui ressemble. Il a la même barbe, il a les mêmes lunettes, il a le même couvre-chef, il est un peu courbé, il a le même âge à peu près, et on sent dans le regard du chauffeur une espèce de complicité. On sent qu'ils ont dû faire les 400 coups ensemble 40 ans avant avoir je n'ose même pas imaginer. Et il y a une espèce de compréhension, mais en même temps un reproche, d'un air de dire au docteur Triboulet, mais pourquoi tu travailles encore à ton âge, quoi. Et voilà, bon, ça c'est un exemple, ça c'est plus qu'un personnage secondaire, puisqu'il parle même pas, le chauffeur, on sait même pas son nom. Et c'est votre personnage préféré, c'est ça? Oui, Pour chauffeur. les 400 coups. Le chauffeur. C'est tout ce qu'on fantasme, tout ce qu'Hergé permet de faire. C'était ça la question que vous vouliez poser, peut-être, je la pose à votre place, parce que moi je voulais savoir pourquoi cet intérêt. Non, l'intérêt, c'est que c'est une scène absolument muette, c'est un détail, c'est vraiment un personnage qui n'est même pas cité par les gens qui ont fait des lexiques des personnages, puisqu'ils ne parlent pas. Donc, et après, évidemment, on s'aperçoit que la plaque minéralogique a été inversée et que c'était pas lui. Mais en voyant la scène, Tintin, d'un seul coup d'œil, comprend tout de suite que c'est pas le bandit. Et les concierges, elles sont belles aussi. Elles ont un sacré rôle parce que quand même, on a quand même un professeur Tournesol qui est très étourdi, donc il faut penser à lui porter son parapluie, puis elles sont élégantes aussi. Elles vous ont pas interpellé, ces concierges? Elles m'interpellent continuellement. J'en ai pas dormi d'ailleurs. Je pensais à Madame Pinson, la concierge de la rue du Labrador de Tintin. Mais alors elle, c'est fabuleux parce qu'elle s'appelle Pinson et elle est triste. Elle fait que pleurer. Mais oui, c'est ça. Il faut dire qu'elle assiste à des scènes incroyables, l'enlèvement du japonais, la Benji, dans le crabe aux pinces d'or. Enfin, en général, oui, mais on sent qu'elle est très dévouée, je pense qu'elle fait aussi... on n'a pas parlé, oui, je vais un peu du coq à l'âne. Mais attendez, je vais y venir. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'identification comme une des raisons du succès de Tintin. Je crois que c'est intéressant parce que vous avez deux types d'identification. Vous avez l'identification à Tintin, et vous l'avez bien souligné, c'est le pertuis de foire dans lequel on met la tête, et puis on a l'environnement des comédies musicales, etc. Et vous êtes forcément facilement Tintin, puisque de toute façon, son visage est lisse, et que ses caractères ne sont pas très affirmés. Donc on s'identifie facilement à Tintin, et dans tous les pays du monde. Et ça peut être une des raisons du succès universel de Tintin. Et puis deuxième catégorie d'identification, c'est l'identification à des personnages qui, eux, sont bien réels, et que vous avez, votre voisin peut être le capitaine Haddock, colérique, un peu alcoolo, qui aime bien les jurons, etc. Des tournesols, vous pouvez en rencontrer, la narcissique, Castafiore, vous pouvez en rencontrer. Donc ça, c'est des gens auxquels aussi vous pouvez vous identifier parce que vous les voyez vivre à côté de chez vous. Et donc ces deux types d'identification, à mon avis, sont aussi une des raisons du succès.
Ben, la narcissique Castafiore, c'est aussi parce qu'il n'aimait pas l'opéra, il s'en est pas caché, il aimait la peinture, mais l'opéra, il n'aimait pas trop. Parce que des narcissiques, il n'y a pas des Castafiore, hein, il y en a d'autres, des narcissiques, on en connaît, hein, quelque part. Non, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous vous rappelez, c'est ce personnage et l'identité. Moi, j'avais été profondément intéressée par l'idée de ce Tintin qui, finalement, on ne sait pas trop d'où il vient, il n'a pas d'histoire. Il n'a pas véritablement... Quand il est chez les soviets, il dit, au moment où il arrive en pays soviétique, il dit qu'il connaît la dictature, il connaît ce régime politique, donc on voit bien qu'il a une culture, mais en même temps, il ne précise pas plus que ça. Donc c'est peut-être plus facile de s'identifier à un personnage qui n'est pas identifié. S'il avait été très structuré, si on lui avait donné un passé, une famille, si on avait dit vraiment d'où il venait, non, on sait qu'il a un appartement rue Labrador. On sait que le Labrador, vous savez que dans la symbolique, la pierre, la labradorite, c'est la pierre qui renforce les amitiés. Alors qu'à ce moment-là, il est tout seul, donc il cherche l'amitié, il l'a trouvé chez lui en gros, en étant seul. C'est assez problématique et en même temps ça pose question. Donc ça veut dire qu'il a une identité qui est affirmée comme personnage central. Ça c'est l'issue de secours, si vous voulez partir c'est vers là-bas. Hein. On dira que vous partez d'ailleurs, on fera remarquer à tout le monde. Donc, c'est à José. On a encore un peu de temps. Donc on se rend compte qu'au départ, ce personnage, effectivement, tout le monde peut se cacher derrière lui parce qu'il n'est pas connoté. Il n'est pas d'un milieu bourgeois ou non bourgeois, il n'a pas une identité bien affirmée d'un point de vue de sa culture, on ne sait pas trop au départ s'il a une identification, une connotation politique ou pas, et d'ailleurs il n'en a pas, et c'est tant mieux. Et au fur et à mesure, eh bien, on découvre le monde à travers lui, parce que justement lui-même il n'a pas la densité d'un personnage. Il est un contour de personnage, j'ai envie de vous dire, c'est une phénoménologie, et non pas une ontologie comme on dirait en philosophie, c'est-à-dire qu'il n'a pas la profondeur, parce que la profondeur c'est celui qui lit qui la donne. Parce qu'on a intérêt à dire aussi que le succès de Tintin, c'est peut-être le vraisemblable. Le vrai est semblable. On peut s'identifier au personnage de Tintin sans être Tintin. Et en même temps, quand on voit des mouvements où on retrouve des gens qui disent « Ah, Tintin, vous attendez, vous êtes dans le journal, on parle de vous ». Donc Hergé a mis des éléments, et comme quand il y avait eu la reconstitution de la rentrée d'un sosie absolu de Tintin, qui était arrivé par le train à Bruxelles avec un chien qui était exactement la copie de Milou, vous vous rendez compte du vrai au vraisemblable, c'est-à-dire que le vrai c'est une fiction, et on essaye de trouver un personnage qui ressemble à la fiction pour donner l'impression à des enfants que le Tintin, le reporter, existe vraiment. Donc il y a une sorte de dédoublement du vrai au vraisemblable, sans que le personnage ait une réelle identité, donc on peut tous s'identifier à lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne vieillit pas, il ne peut pas se marier, avoir des enfants et divorcer, ça aurait tout gâché. Et il est celui dans lequel, ben, finalement, même quand on a 80 ans, on peut encore se retrouver. Le vrai, le vraisemblable chez Hergé, moi je trouve ça fabuleux. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.